Les sciences humaines fonctionnent sur deux plans, la surconscience et la subconscience. Alors, la subconscience, c'est connu, la subconscience c'est connu. Dire, les phénomènes de subconscience, d'inconscient, des choses qui sont en nous, qui sont intériorisées, qui sont transmissibles, transmission, plus ou moins héréditaire, plus ou moins culturelle, etc. Et puis alors l'autre aspect, c'est la surconscience. La surconscience, ce sont des savoirs qui nous sont transmis, non plus par l'hérédité, non plus par le mimétisme, mais par des textes. Des textes. Des textes, alors les écritures par exemple. Toutes sortes de manuels, de traditions, de bibliothèques, de traités. Et cela, c'est pas la même chose. C'est partie également des sciences humaines, l'étude des textes, les bibliothèques, etc. Les manuscrits. Alors, dans le cas de la surconscience, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément la réalité, mais qui sont des discours, des commentaires sur le monde, des grilles de lecture, proposées, transmises. Alors moi, en ce qui me concerne, par exemple, je suis un spécialiste, je me juge spécialiste d'études des textes. La Bible, l'astrologie, les langues aussi, parce que pour moi, les langues font partie de ce champ du texte, de la textologie. Et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des modes d'emploi, des notices, qui nous disent comment utiliser tel appareil. Ça, ce sont des textes, des modes d'emploi. Et donc, il faut arriver à coordonner ces deux plans qui sont la surconscience, tous ces textes qui nous sont transmis, qui sont accumulés. La subconscience, c'est des choses que nous avons en nous, qui sont engravées en nous. Voilà le terrain de celui qui travaille sur les sciences humaines. Et d'ailleurs, les deux plans communiquent, forcément. Communiquent. Certains les font communiquer avec plus ou moins de bonheur. Certains, par exemple, si je regarde des textes d'astrologie, eh bien, je peux vouloir les appliquer à des situations qui se présentent, ou qui pourraient se présenter. Si je lis des textes bibliques, je peux aussi être concerné au niveau de ma pratique d'aujourd'hui et de mes relations avec les gens qui sont concernés par ces religions. Donc il y a un aller-retour entre ces deux plans. De cette manière, d'ailleurs, dans certains cas, ces textes éclairent ce qui se passe autour de nous, et dans d'autres cas, c'est ce qui se passe autour de nous qui peut éclairer ces textes. Par exemple, si les textes disent des choses complètement aberrantes, on peut se dire qu'il y a un problème. Si les textes, au niveau de la langue, parce que la langue, ça existe, la langue, si au niveau de la langue, il y a des choses qui se disent, eh bien, voilà, donc je veux dire que ces textes disent cela. Alors, si on les interprète autrement, je dirais, mais écoutez, vous ne savez pas lire les textes. Vous ne les lisez pas correctement. Vous ne les lisez pas correctement parce qu'il y a une pratique, une logique, par exemple. La logique, c'est quelque chose qui permet d'aborder les textes. Si je dis notre peuple, c'est pas la même chose que le peuple. Si je dis le Messie, c'est pas la même chose qu'un Messie. Donc la linguistique, la grammaire, permettent de mieux comprendre certains textes.
et de se demander ce que ces textes ont voulu dire au départ. Puisque ça aussi c'est un point important. Les sciences humaines, contrairement aux sciences dures, finalement le point de départ est extrêmement flou, mais on voit comment ça se déploie, que ça se développe, parce que ça arrive jusqu'à nos jours, ouais, et ça continuera. Eh bien, les sciences humaines, elles aiment bien trouver l'origine des choses. C'est la même chose que pour les sciences. Pour les sciences dures, chercher le Big Bang, c'est plus ou moins dérisoire. Pour les sciences humaines, essayer de comprendre ce qu'a pu être un savoir au départ, ça fait sens. Parce que ce sont des savoirs qui sont construits, non pas par la nature, mais par la culture, par nos cerveaux, qui planifient les choses, qui prévoient les choses, qui les organisent. Et donc j'ai le droit de me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la tête, qu'est-ce que la personne qui a écrit ceci avait en tête, et est-ce que ce qu'on dit qu'elle a dit, est-ce que ça a été bien compris? Est-ce que ça fait sens? Parce que, quelque part, les choses n'ont pas tellement changé que cela. Si ça ne fait pas sens aujourd'hui, pourquoi ça ferait sens? Pourquoi ça aurait fait sens hier? Donc, probablement, peut-être, on a voulu modifier le texte, on l'a en quelque sorte corrompu, d'une certaine manière, on l'a interpolé, et le rôle du chercheur, c'est de repérer les couches successives qui ont pu la crasse en quelque sorte qui a pu perturber et déformer un texte. Voilà. Donc voilà, j'ai brossé rapidement le champ des sciences humaines qui doit se situer à la fois au niveau de la connaissance, la compréhension des choses que nous faisons mais que nous ne pouvons pas expliciter, parce que finalement nous les faisons, mais alors c'est le fameux débat là-dessus. On voit quelque chose, on ne peut pas l'expliquer, donc on nie que la chose existe. Bon, ça ne va pas. Comme des femmes, par exemple, les hommes et les femmes, on voit des choses, et puis on vous dit, ah oui, mais ça n'existe pas. Ce que vous avez vu, ça ne correspond à rien. C'est un mirage. Là aussi, il y a notre intelligence, notre logique, qui a une certaine exigence de cohérence, de pertinence, et qui va remettre en question les discours. Alors, les textes, les discours des uns et des autres. Et vous savez que la différence entre sciences humaines et sciences dures, c'est que dans les sciences dures, les objets d'étude ne parlent pas, ne nous disent pas ce qu'ils sont, et dans les sciences humaines, ceux qui sont étudiés ont toujours tendance, ont la tentation de dire vous parlez de moi, donc je sais ce que je suis. Or, dans ce domaine-là, les chercheurs savent très bien que les gens ne savent pas forcément ce qu'ils sont, ni pourquoi ils font ce qu'ils font.